Salut mes petits guerriers, sachez que j'aimerais beaucoup arrêter mon travail alimentaire pour me consacrer pleinement à cette chaîne. La seule chose que vous pouvez faire pour m'aider dans cette démarche folle, c'est de rejoindre la tribu Fight History et de vous abonner à cette chaîne, faire une putain de clé de bras à cette cloche pour recevoir toutes mes vidéos et balancer votre plus gros supercut à ce petit bâtard de pouce bleu. Belle vidéo à vous. Pour devenir une bonne grosse resta, il faut passer quelques échelons, quelques paliers. Vous pouvez commencer dans votre quartier à impressionner les petits jeunes par exemple, parce que vous dribblez bien au foot, mais vous pouvez aussi être la petite nana du lycée qui fait frétiller la braguette de beaucoup de jeunes garçons. Et là encore une fois, vous avez une forme de notoriété. Mais il y a un deuxième échelon à la notoriété, c'est lorsque une personne vous connaît, mais elle ne sait pas votre nom. Voilà, parmi les nombreux acteurs, rappeurs, musiciens, danseurs, chanteurs et toutes les célébrités que l'on connaît, qu'on voit à la télé, sur les réseaux, sur les plateformes, eh bien on ne retient pas toujours le nom des personnes, mais c'est déjà un bon début de notoriété. Puis il y a un troisième degré de notoriété, c'est lorsque 90% des gens dans votre quartier ou dans votre ville ou même dans un pays vous reconnaissent. Mais si je vous sors des noms comme Snoop Doggy Dogg, qui est devenu l'emblème non pas que du rap, mais aussi de la pop culture en général, sur plusieurs générations, que ce soit Clint Eastwood qui a traversé les époques du western spaghetti pour arriver à des films modernes mais qui sont devenus anthologiques. Si je vous cite même des personnes décédées qui s'appellent Martin Luther King, emblème d'une justice, porte-parole du peuple noir, et bien là on arrive dans une autre sphère de notoriété qui est celle du légendaire, car ces personnalités ont marqué une époque, un art ou une cause, mais c'est quelque chose qui a dépassé la sphère de leurs compétences pour en faire des personnages presque fantastiques et parfois encore vivantes, immortelles. Michael Gerard Tyson fait partie de ces légendes. Mais pour en arriver à ce statut de légende, il faut avoir un parcours hors norme et qui prend des travers parfois bien sinueux, comme je l'ai déjà raconté dans les parties 1 et 2 de la vie de Tyson, que je vous invite à visionner si vous ne les avez pas vus. Et là aujourd'hui, nous allons voir à quel point ce statut demande de nombreux sacrifices, des larmes et de la sueur avant d'arriver à cette gloire. Alors maintenant que Tyson a acquis cet esprit de guerrier, ce mindset imperturbable sous les incantations de son mentor, Cus D'Amato, il est prêt à s'entraîner, il est prêt à prouver qu'il vaut quelque chose, et évidemment auprès de sa mère, à qui il donne des nouvelles toutes les semaines sur sa progression. Il a hâte de la rendre heureuse, de la rendre fière, mais elle y croit pas trop. Trop déçue par les délits de son fils, et puis sans doute trop imbibé d'alcool et de médicaments pour réaliser le potentiel unique de son fils. Le tabac, les médicaments auront raison du foie de Lorna Tyson qui décède d'une maladie foudroyante lorsque Mike a 16 ans, le laissant encore une fois avec une nouvelle douleur. Mais pas celle de la solitude cette fois, non, celle de la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir été un bon fils, sage, exemplaire, la culpabilité d'être un minable qui n'a apporté que des soucis à sa mère et qui a sans doute contribué à sa perte par le stress qu'il lui a infligé pendant toutes ces périodes d'incarcération et de délinquance. Et ce décès le laisse aussi avec une grande colère. Mais les larmes de Tyson mélangées à la sueur de son entraînement et à sa colère vont laisser place à une motivation encore plus forte, une ambition de réussite encore plus ciblée, devenir la plus grande star du monde du sport et ne plus jamais connaître la solitude et la misère. Alors maintenant on rigole plus, la douleur est présente dans le cœur de Mike, mais son mentor Cus D'Amato est là pour lui rappeler que la vie est une pute. Une bonne grosse chienne contre qui il faut se fabriquer une armure mentale solide, mais aussi un physique de titan, avec un entraînement intense et quotidien à l'ancienne, et bien sûr une stratégie de combat, une stratégie de carrière. Si Mike était un animal, il serait beaucoup plus proche du prédateur comme le guépard ou le lynx, plutôt que de l'opportuniste comme la hyène ou le renard ou le vautour qui attendent sagement leur proie. Non, lui, son mode opératoire, c'est la force, la violence, la mise à mort et cela le plus rapidement possible.
Alors tout cet effort fatigue rapidement le cœur. Alors il faut qu'il soit solide ce cœur et qu'il propulse au mieux le sang dans les artères afin d'irriguer les muscles pour qu'il ne tétanise pas et bien sûr oxygéner au mieux le cerveau pour la vigilance et les réflexes. D'où l'importance primordiale du cardio comme dans tout sport, mais encore plus dans les sports percussifs et encore plus avec la carcasse de Tyson. Donc il se lèvera chaque matin à 4 heures pour courir 8 km, mais au-delà d'un simple exercice de cardio, il fractionnera cette course avec 10 sprints. Ce sont des courses intenses à haute vitesse sur de courtes distances afin de travailler bien sûr l'explosivité et l'endurance musculaire. Puis ensuite, il enchaînera avec de la corde à sauter, discipline tant apprécié des boxeurs pour l'endurance, pour l'équilibre, la mobilité, la coordination. Et si vous avez jamais vu Mike sauter, il serait temps d'admirer le contrôle qu'il a sur toutes les combinaisons de cette discipline. Deux entraînements de boxe matin et après-midi. Alors travaille avec le sac de frappe pour la précision des mouvements, pour le renforcement musculaire, pour la résistance. Ce sont souvent des enchaînements très dynamiques qui favorisent bien sûr la coordination motrice. Ça travaille aussi l'agilité, la réactivité. Et puis le sac permet aussi une libération du stress par une explosion physique et ça permet aussi de gagner en maîtrise de soi. Très important pour Mike justement de canaliser ses colères et ses énergies négatives. Il travaille aussi la technique du Willy Bag. C'est très typique du travail de D'Amato où tu marques en fait un chiffre à chaque endroit du sac de frappe. Ensuite, tu fais des combinaisons afin de les mémoriser. Et Mike étant très scolaire, il apprenait énormément de combinaisons par cœur à un rythme effréné. Et il continue aussi à travailler des combinaisons en faisant beaucoup de shadow boxing. Et là encore, regardez Mike se battre, se démonter contre un fantôme, contre un combattant imaginaire. C'est exceptionnel. Rapidité, agressivité, contrôle, maîtrise, précision du mouvement. Alors ensuite, pour le boxeur, il y a un gros travail avec les mitaines, où l'entraîneur donne des indications sur des enchaînements à suivre et des cibles, avec toutes ces techniques justement de la boxe, comme les directs, les crochets, les uppercuts, mais aussi les esquives. Alors ça permet d'améliorer la technique générale de la boxe, la précision et la vitesse. Et les mitaines permettent davantage de liberté qu'un sac de frappe parce que ça permet de se rapprocher davantage de la sensation et de la dynamique d'un combat réel. Et en deuxième partie d'entraînement, le sparring, qui est une simulation de combat avec un adversaire. 10 à 20 rounds par jour pour Mike, rien que ça, où là il va pouvoir mettre en pratique toutes les techniques travaillées pendant ses entraînements. Alors il évitait de travailler au casque parce que ça peut donner une fausse sensation de sécurité et puis travailler sans casque, ça permet plus d'authenticité dans l'impact, dans le fait de les donner, mais dans le fait de les recevoir aussi. Pour la petite anecdote, beaucoup de sparring ont abandonné avec Mike parce que c'était une brute épaisse. Il tapait déjà très très fort, très jeune. Il leur pétait la gueule à chaque fois et c'était parfois difficile de lui trouver un sparring compétent et qui suive sur le time, sur la longueur. Alors même si tout cet entraînement de boxe était plutôt conventionnel, on va dire, il y a quand même quelques techniques qui étaient révolutionnaires et qui ont été adaptés pour Mike et qui ont fait justement le boxeur révolutionnaire que c'est. Sa première technique va être un gros travail sur sa mobilité, une mobilité exceptionnelle avec en plus de cela des attaques foudroyantes et imprévisibles. C'est une technique que D'Amato a optimisée et adaptée à la morphologie et au caractère de Mike. Si je vous fais ça, coucou, ou si je vous montre ça, vous retenez quoi là-dedans? Vous retenez un effet de surprise, vous ne savez pas quand le coucou va arriver. C'est l'effet que veut donner cette technique, la technique du peek-a-boo. Tu ne sais pas quand le coup va arriver et tu ne sais pas par où il va arriver. Pour travailler cette technique, il faut imaginer un métronome. Et avec ce métronome, à un tempo régulier, vous allez combiner différents mouvements du bassin. Des mouvements latéraux d'abord, puis ensuite en U,
Et ensuite, eh bien, vous allez ajouter des mouvements de pivot, vous allez avancer, vous allez reculer, toujours dans ce tempo, et vous allez bien sûr ajouter les attaques par les uppercuts, les directs, les crochets. L'objectif pour Mike, c'est déjà d'avoir cette mobilité qui lui empêche de recevoir les coups, mais surtout de casser la distance sur des gars qui sont souvent beaucoup plus grands que lui et qui ont de plus grandes allonges, parce que Tyson était assez petit pour un poids lourd. Il combattait régulièrement contre des gars qui avaient parfois 20 cm de plus que lui, donc imaginez les allonges conséquentes. Donc le but était de casser la distance pour arriver sous les coudes de ses adversaires et pouvoir balancer ses attaques. Ensuite, Tyson était aussi très inspiré par certains boxeurs, des anciens boxeurs dont il reprenait des techniques comme Jack Dempsey. Lui, c'est un ancien champion du monde de 1919 à 1926 et qui avait mis en exécution avec son manager Jack Kearns la technique du Dempsey Roll. Oh man, I'm crazy about Jack Dempsey because of this ferocious intensity. There's no one like him. Alors cette technique, elle commence par en fait une série de mouvements d'esquive. Le but, c'est que la tête se déplace en fait dans un modèle proche d'un 8 horizontal. Et une fois proche de l'adversaire, le combattant pousse avec ses jambes et utilise l'élan créé par le mouvement de balancier pour envoyer ses coups. Alors c'est souvent des crochets puissants et précis au corps et au visage, tout en continuant de se balancer et toujours dans le sens du 8 horizontal pour maintenir l'élan et pour éviter les coups. Et quand on voit à quel point les crochets de Mike ont été carnassiers, eh bien on comprend que ces techniques ont été vraiment bénéfiques pour Tyson. En ce qui en est de la condition physique, il faut savoir que Mike n'aimait pas trop travailler avec les haltères. Il aimait bien faire des gros enchaînements de musculation, mais avec les trucs traditionnels, les abdos, les dips, les pompes, les tractions. C'était un gros travailleur, en plus bien sûr de son entraînement de boxe, t'imagines. Il travaillait aussi beaucoup son cou et sa nuque avec des haussements d'épaules et un exercice que beaucoup de lutteurs font. Je vous laisse me dire dans les commentaires comment s'appelle ce mouvement. Le but est d'avoir bien sûr un buste solide, un buste qui peut encaisser les chocs apportés justement à la tête et ne pas être mis KO facilement. Et bien sûr, pour finir, comme les combattants d'aujourd'hui, on voit beaucoup dans le MMA, il y a beaucoup d'études de cas. Tyson passait beaucoup de temps à analyser les anciens boxeurs, à scruter les techniques avec D'Amato, et c'était d'ailleurs une véritable bible en histoire du combat. C'était un vrai passionné. Il avait une soif d'apprendre constante, et il s'amusait souvent d'ailleurs à reprendre les erreurs de D'Amato sur l'histoire de la boxe, et il était énormément cultivé. Et le résultat de tout ça, à tout ce travail bien sûr, tu ajoutes son mental forgé dans la roche, sa colère, son œil de lynx, sa férocité, et t'obtiens un prédateur insatiable, brutal et qui pouvait s'adapter à tous les styles de combattants. Beaucoup pensent que Tyson était un cogneur, un puncher, mais vraiment, il prenait très peu de coups car il avait un travail défensif exceptionnel et ses offensives du crochet du gauche étaient anthologiques et ont mis au sol les meilleurs boxeurs de son époque. Alors on commence la carrière, déjà amateur, à 14 ans il met en pratique ses entraînements et ses techniques en commençant ses combats dans des endroits pas très catholiques et fréquentés souvent par des proxénètes, des délinquants en tout genre. Ça lui faisait pas peur, c'est son quotidien étant ado et enfant. Des vieux bars, des caves, des sous-sols de casinos avec des ambiances lugubres et pas toujours contrôlées à l'époque, mais c'était ça qui faisait le charme de ce sport extrême, on peut dire, de ce sport violent. Et puis D'Amato, son mentor, connaissait très bien les ficelles du métier, il savait où il devait l'emmener combattre, il savait exactement comment se faire la main et comment fabriquer une réputation rapide à son guerrier. Alors Mike, il se fait remarquer très rapidement par son agressivité d'abord, son style explosif. Il est très vite obligé de mentir sur son âge pour participer à des plus grands tournois et aussi pour se tester contre des gars qui avait parfois 4 ou 5 ans de plus que lui et dont il était fier de boxer. Et pour la petite anecdote, il est déjà arrivé que ce soit les mères, les darons des combattants, qui viennent annuler le match à la dernière minute de leurs enfants lorsqu'elles apprenaient qu'ils allaient se battre contre Mike Tyson, parce que c'était déjà une petite fureur. Et son nom sonnait déjà comme une petite enclume dévastatrice, tu comprends ? À 15 ans, lors de la finale du tournoi olympique junior des États-Unis, catégorie poids lourd, il met KO Joe Cortez dans le premier round après seulement 8 secondes de combat.
Bon, alors, il sort vainqueur de ce tournoi en 81 et 82. En 83, il remporte le tournoi des poids lourds dans le Fair State de l'Ohio. Et il est champion de la catégorie des poids lourds des moins de 19 ans. Ça, c'est une performance qui va rééditer en 1984. Cette même année, il remporte aussi les Golden Gloves dans la catégorie des poids lourds. L'année suivante, après avoir disputé 54 combats amateurs, 48 victoires et seulement 6 défaites, Tyson passe professionnel en mars 1985. Un petit échelon, une petite notoriété en plus, mais une carrière encore plus fulgurante chez les pros. Il me fait penser au fulgure au point de Goldorak, quoi. Il remporte son premier combat à New York contre Hector Mercedes par un KO au premier round, seulement après 1 minute et 47 secondes de combat. Allez hop, on balaye, ça lui vaut son premier surnom, The Kid Dynamite. Ses 19 premiers combats professionnels sont finis avant la limite de temps, 12 d'entre eux sont finis par KO à la première reprise, avec des KO qui vont rester dans les annales et qui vont fabriquer sa réputation, sa férocité dans le ring. Et il faisait flipper les gens, il faisait flipper Tyson à cette époque, attention. Mais les larmes vont fortement couler très peu de temps après lorsque Cus D'Amato, son mentor, son empereur, son père de substitution, son ami, s'éteint le 4 novembre 1985 à l'âge de 77 ans. Le sort s'acharne sur Mike et il n'aura pas l'occasion de montrer à son mentor ses exploits. Cus D'Amato ne verra pas son 3e et dernier champion du monde avoir la ceinture, et pour Tyson, c'est une grande tristesse. Tyson est dépité, il perd la seule personne qu'il dit avoir réellement aimé à cette époque. Son entraînement est relayé par Kevin Rooney, un autre boxeur de D'Amato, qui sera aussi là pour faire figure paternelle un petit peu et le soutenir dans ses crises d'angoisse, dans ses doutes, dans ses peurs. Aux portes de la gloire, les démons ne sont pas loin et Tyson devra faire preuve d'adversité et de grande force de caractère pour terminer le combat de sa vie, celui de devenir champion et de rendre hommage à son master, à son maître et aussi à tous ceux qui croient en lui, et puis aussi à sa mère qui n'est plus là. C'est le 22 décembre 1986, avec sa victoire contre Trevor Berbick, qu'il devient champion WBC par un KO expéditif et spectaculaire au 2e round. À moins de 20 ans et 5 mois, il devient le plus jeune champion du monde des poids lourds, battant ainsi le record de précocité détenu par Floyd Patterson, l'autre grand champion formé par Cus D'Amato. Tyson est nommé boxeur de l'année en 1986 et avec un palmarès de 28 combats et autant de victoires, il en a 26 par KO et une quinzaine au premier round. À peine 6 mois plus tard, le 7 mars 87, il bat James Smith, un boxeur de grande taille avec une grande allonge. Mike devra donc jouer de sa forte mobilité pour casser la distance et marquer des coups décisifs. Et c'est au bout de 12 rounds acharnés qu'il s'impose et lui prend sa ceinture de champion du monde WBA. Puis au mois d'août de la même année, il est déclaré vainqueur au point à l'unanimité contre Tony Tucker et devient champion du monde IBF et unifie les 3 titres de champion du monde en moins d'1 an, restant encore le plus jeune de l'histoire. Il conservera ses ceintures pendant 3 ans au sommet, non pas que de la boxe, mais au sommet du sport. Son visage est partout, à la télévision, dans les shows, il devient l'emblème de la jeunesse sportive. Il atteint une gloire financière difficilement calculable, tellement les sommes sont immenses, entre les sponsors, les publicités, les combats, les apparitions. Mais voilà, encore une fois, le sort s'acharne et son image, sa réputation seront terriblement controversées à cause de son caractère tumultueux, parfois imprévisible, grand consommateur de cocaïne, de femmes, de fêtes, d'excès en tout genre, et les démons, toujours sur son épaule, le feront constamment vaciller entre le bien et le mal. Cette dualité qu'il avait depuis le plus jeune âge la suivra toute sa vie et sera son plus grand fardeau, son épée de Damoclès.
Alors évidemment, je ne peux pas revenir sur toute la vie de Tyson et sur tous ses exploits, car il me faudrait encore 3 vidéos, mais si vous me la réclamez dans les commentaires, je ferai une ultime vidéo dans laquelle je reviendrai sur les moments forts de la vie de Mike, sur certains de ses combats dans le ring, mais aussi en dehors du ring, sur des moments impactants qui auront fabriqué à jamais l'image déjà devenue légendaire de cet être incroyable, terriblement touchant, alors qu'il n'est pas encore mort. Donc si vous voulez cette dernière vidéo, réclamez-la moi dans les commentaires. Bien sûr, balancez un putain d'uppercut à ce petit bâtard de pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Us!